Cette vidéo est réalisée à titre informatif et documentaire. Elle vise uniquement à présenter et expliquer certaines pratiques telles qu'elles sont comprises dans leur contexte. Elle ne constitue ni une incitation ni une recommandation à reproduire ces expériences. Chacun est invité à faire preuve de discernement. Bwiti, ce que tu vois, n'est pas ce qui est. Il existe des traditions qui ne cherchent pas à être comprises, pas parce qu'elles sont secrètes, mais parce qu'elles ne peuvent pas être expliquées, seulement vécues. Et parmi ces traditions, il en est une qui dérange profondément, parce qu'elle ne promet pas la paix, elle ne promet pas la guérison, elle ne promet pas le bien-être, elle promet autre chose, quelque chose de plus brut, de plus violent, de plus vrai. Elle promet la confrontation avec soi-même, avec ce que l'on fuit, avec ce que l'on cache, avec ce que l'on refuse de voir. Cette tradition existe au cœur de l'Afrique centrale, dans un pays recouvert en grande partie par la forêt équatoriale, dense, humide, vivante, un territoire où la nuit semble avaler le monde et où certains rituels ne s'arrêtent jamais vraiment. Ce pays, c'est le Gabon, et cette tradition s'appelle le Bwiti. De l'extérieur, le Bwiti est souvent mal compris. Certains le réduisent à un rite exotique, d'autres parlent de drogue, d'autres encore fantasment une expérience mystique spectaculaire. Mais la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup moins confortable. Le Bwiti n'est pas une expérience que l'on consomme, ce n'est pas quelque chose que l'on teste pour voir. Ce n'est pas un voyage, ce n'est pas une aventure, c'est une épreuve structurée, codifiée, transmise depuis des générations, bien avant l'arrivée des frontières modernes, bien avant les livres. Une connaissance ancienne, née dans la forêt et façonnée par ceux qui y vivaient, en lien direct avec ce qui les entourait. Le Bwiti ne repose pas uniquement sur des croyances. Il repose sur une vision du monde. Une vision dans laquelle ce que tu vois n'est qu'une partie de ce qui existe. Dans cette vision, le monde visible et le monde invisible ne sont pas séparés. Ils coexistent, ils interagissent, ils s'influencent et surtout, ils communiquent. Les ancêtres ne sont pas considérés comme absents. Ils sont présents, actifs, observateurs et parfois impliqués dans les décisions, dans les événements, dans les trajectoires de vie. Mais comprendre cela ne suffit pas. Dans le Bwiti, comprendre avec l'esprit n'a que très peu de valeur. Ce qui compte, c'est l'expérience directe, voir par soi-même, ressentir par soi-même, traverser par soi-même. Et c'est là que commence vraiment le Bwiti. Car au centre de cette tradition, il y a une plante, une racine, une présence, une substance qui ne laisse personne indifférent. Cette plante s'appelle Tabernanthe iboga. Dans de nombreux contextes, elle serait considérée comme une drogue. Mais ici, ce mot n'a pas de sens, parce que dans le Bwiti, l'iboga n'est pas utilisé pour fuir la réalité. Il est utilisé pour y faire face. Ceux qui l'ont vécu parlent rarement de plaisir. Ils parlent d'intensité, de difficulté, de confrontation. L'expérience peut durer des heures, parfois des jours. Le corps devient lourd, l'esprit ne peut plus se cacher. Les pensées remontent, les souvenirs reviennent, les émotions que l'on pensait oublier réapparaissent, et il devient impossible de détourner le regard. Dans ce moment, il n'y a plus de distraction, plus d'échappatoire, plus de masque. Il ne reste qu'une chose, toi, face à toi-même. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, personne ne traverse cela seul. Dans le Bwiti, chaque initiation est encadrée, guidée, surveillée par ceux qui ont déjà traversé, ceux que l'on appelle les initiés. Et parmi eux,
Certains occupent un rôle central, le rôle de guide, de protecteur, d'interprète. On les appelle les Nganga. Leur présence n'est pas symbolique, elle est essentielle. Parce que sans cadre, sans connaissance, sans maîtrise, ce qui est censé révéler peut aussi déstabiliser. Et c'est pour cela que le Bwiti ne s'improvise pas. Ce n'est pas une expérience, c'est un passage. Tout commence bien avant la nuit, avant les chants, avant les tambours, avant même que quelque chose ne bascule. L'initiation au Bwiti ne commence pas avec la plante. Elle commence avec une décision que peu de personnes prennent réellement en conscience, parce que cette décision implique d'accepter, de ne plus pouvoir reculer. Celui qui entre dans le Bwiti sait qu'il ne vient pas chercher du confort, il vient chercher quelque chose de plus dur, quelque chose de plus exigeant. La vérité, les jours qui précèdent ne sont pas anodins. Le corps est préparé, l'esprit commence déjà à s'agiter, le doute apparaît, les questions se multiplient et une tension s'installe progressivement. Puis vient le moment, celui où tout commence réellement. La nuit tombe sur le Gabon, lentement, comme si elle prenait son temps, comme si elle savait ce qui allait se produire. Le village change, l'atmosphère devient différente, plus dense, plus lourde, presque électrique. Les silhouettes apparaissent, une à une, autour du feu. Le feu n'est pas là pour éclairer, il est là pour marquer une frontière, une limite invisible, entre deux mondes. D'un côté, la réalité que tu connais. De l'autre, quelque chose que tu ne contrôles pas. Les tambours commencent, d'abord doucement, presque timidement. Puis, ils prennent de la place, ils s'imposent, ils remplissent l'espace. Le son devient répétitif, hypnotique, inévitable. Tu ne peux plus l'ignorer, tu ne peux plus t'en détacher. Il entre en toi, il s'installe, il rythme ton corps, sans que tu t'en rendes compte. Les chants suivent, des voix profondes, anciennes, presque irréelles. Des mots que tu ne comprends pas toujours, mais que ton corps semble reconnaître. Le temps commence déjà à se déformer. Puis vient le moment que tout le monde attend. L'Iboga, Tabernante Iboga, une racine, simple en apparence, mais chargée d'une puissance que peu de gens peuvent imaginer. Elle est préparée, manipulée avec précision, respectée. Ici, rien n'est laissé au hasard. Le guide observe, il sait, il a déjà traversé cela. Il regarde celui qui va entrer, pas avec jugement, mais avec lucidité, parce qu'il sait que dans quelques heures, cette personne ne sera plus exactement la même. La première prise marque le début. Le goût est amer, brutal, impossible à ignorer. Le corps réagit immédiatement, comme s'il comprenait que quelque chose d'important vient de commencer. Au début, il ne se passe presque rien, juste une sensation étrange, subtile, presque imperceptible. Puis, lentement, quelque chose change. Le corps devient plus lourd, les mouvements ralentissent, la tension se modifie, le regard ne voit plus exactement de la même manière. Les sons prennent plus de place, les tambours ne sont plus seulement entendus, ils sont ressentis. À l'intérieur, le rythme cardiaque semble s'aligner, et à partir de ce moment-là, il devient clair qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La montée commence, elle ne demande pas ton avis, elle ne s'arrête pas, elle avance, lentement, mais avec certitude. Le corps perd ses repères, l'esprit commence à lâcher prise, et tout ce que tu pensais contrôler commence à t'échapper. C'est ici que l'expérience devient autre chose. Ce n'est plus un rituel, ce n'est plus une cérémonie, c'est un passage
dont tu ne maîtrises plus les règles. Et au cœur de la nuit, entouré de chants, de tambours et de regards silencieux, tu commences à comprendre que le Bwiti ne va pas te montrer ce que tu veux voir. Il va te montrer ce que tu dois voir. Et ça change tout. Au début, tu penses encore contrôler quelque chose. Tu essaies de comprendre, d'analyser, de garder un minimum de logique. Mais très vite, cette illusion disparaît. Parce que ce qui arrive ne suit aucune logique habituelle. Les repères commencent à se fissurer. Le temps ralentit, puis il s'étire, puis il disparaît. Les minutes ne veulent plus rien dire. Les heures non plus. Tu es là, mais tu n'es plus vraiment là. Le corps devient lourd, très lourd, parfois immobile, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Et pendant que le corps s'efface, l'esprit, lui, commence à s'ouvrir. Pas doucement, brutalement, sans prévenir. Les premières images apparaissent. Floues, fragmentées, incohérentes. Puis, elles deviennent plus nettes, plus précises, plus personnelles. Et à ce moment-là, quelque chose devient évident. Ce que tu vois ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de toi, de ta mémoire, de ton histoire, de ce que tu as vécu, et surtout, de ce que tu as évité. Des souvenirs remontent, des moments que tu avais oubliés, ou que tu pensais avoir oubliés. Des visages apparaissent, des situations reviennent, des émotions que tu n'avais jamais vraiment digérées refont surface. Et là, tu comprends. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une hallucination au sens où tu l'imaginais. C'est une confrontation directe avec toi-même. Et dans cet espace, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas détourner le regard. Tout est là, brut, clair, inévitable. Certaines personnes parlent de vision spirituelle, d'autres parlent de rencontres, d'ancêtres, de présence, mais peu importe les mots utilisés, l'expérience reste la même. Tu es face à quelque chose qui te dépasse et en même temps qui vient entièrement de toi. C'est là toute la contradiction et toute la puissance du Bwiti. Parce que plus tu essaies de résister, plus l'expérience devient intense, plus tu refuses de voir, plus ce que tu dois voir s'impose, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une option. Lâcher, accepter, regarder, vraiment regarder. Et ce moment est souvent le plus difficile, parce que ce que tu découvres n'est pas toujours ce que tu espérais. Il n'y a pas de filtre, pas de version améliorée, pas d'illusion, juste la vérité, ta vérité. Et elle peut être dérangeante, très dérangeante. Certains parlent de peur, d'autres parlent de perte de contrôle, d'autres encore parlent d'effondrement, comme si tout ce qui tenait à l'intérieur lâchait en même temps. Mais dans cet effondrement, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus subtil, une forme de clarté, une compréhension qui ne passe pas par les mots, une sensation d'avoir enfin accès à ce qui était caché. Et à cet instant précis, le Bwiti fait exactement ce qu'il est censé faire. Il révèle, pas ce que tu veux voir, mais ce qui est là, depuis le début, en silence, en attente, et que tu ne pouvais plus éviter, parce qu'au final, le plus difficile dans cette expérience, ce n'est pas ce que tu vois, c'est le fait de ne plus pouvoir faire semblant. Partie 4. Danger, dérive, réalité. Mais il y a une chose que beaucoup de gens préfèrent ignorer. Le Bwiti n'est pas sans risque, et ces risques ne sont pas théoriques. Ils sont réels, concrets, parfois irréversibles. Parce que ce qui est présenté comme une expérience spirituelle est aussi une épreuve physique. Le corps est soumis à une intensité inhabituelle. Le cœur accélère,
le système nerveux est sollicité, l'équilibre interne est perturbé, et dans certains cas, le corps ne suit pas. La plante utilisée dans le Bwiti, Tabernanthe iboga, possède une puissance réelle. Une puissance qui exige précision, connaissance, maîtrise. La dose ne peut pas être approximative, l'encadrement ne peut pas être improvisé, parce qu'ici, une erreur n'est pas anodine. Elle peut avoir des conséquences graves, très graves, et c'est pour cela que dans les contextes traditionnels, rien n'est laissé au hasard. Les guides, les initiés, ceux que l'on appelle les Nganga, ne sont pas là pour créer une ambiance. Ils sont là pour maintenir un équilibre, pour observer, pour intervenir, si nécessaire, pour éviter que l'expérience ne devienne dangereuse, parce qu'elle peut le devenir très vite. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Le Bwiti attire de plus en plus l'attention, au-delà du Gabon, au-delà de l'Afrique centrale. Des personnes viennent de loin, par curiosité, par quête de sens, par désespoir parfois. Et avec cet intérêt grandissant, de nouvelles pratiques apparaissent, des versions simplifiées, des adaptations, des expériences, vendues comme des solutions rapides, comme si quelque chose d'aussi profond pouvait être consommé en quelques jours, comme si une tradition initiatique pouvait être transformée en produit. Et c'est là que le problème commence, parce que le Bwiti n'est pas fait pour être adapté à la demande. Il n'est pas fait pour être simplifié. Il n'est pas fait pour être accéléré. Et encore moins pour être vendu comme une expérience accessible à tous. Sorti de son contexte, sans cadre, sans transmission, sans compréhension réelle, le Bwiti peut devenir autre chose, quelque chose de déséquilibré, quelque chose de risqué, parce que ce qui est censé révéler peut aussi déstabiliser profondément, mentalement, émotionnellement, et parfois durablement. Certaines personnes en ressortent transformées, d'autres fragilisées, parce que tout dépend de la manière dont l'expérience est vécue, du cadre, de l'accompagnement, et surtout de ce que la personne est prête à affronter, parce que le Bwiti ne s'adapte pas à toi. C'est toi qui dois t'adapter à lui. Et cette nuance change absolument tout. Dans un monde où tout est rapide, où tout doit être accessible, où tout doit être facile, le Bwiti va à l'opposé. Il impose le temps, il impose l'intensité, il impose la confrontation. Et il ne fait aucune concession. Aucune. C'est pour cela que tout le monde ne devrait pas s'y aventurer. Pas parce que c'est interdit, mais parce que c'est exigeant. Profondément exigeant. Et parfois déstabilisant au point de ne plus pouvoir revenir exactement comme avant. Parce qu'une fois que certaines choses sont vues, elles ne peuvent plus être ignorées. Et c'est là toute la réalité du Bwiti. Ce n'est pas un rituel spectaculaire. Ce n'est pas une expérience extrême. Ce n'est pas un voyage. C'est une confrontation. Une confrontation qui peut transformer ou déséquilibrer selon la manière dont elle est vécue. Et c'est pour cela que comprendre le Bwiti ne suffit pas. Il faut aussi comprendre ses limites. Conclusion. Au final, le Bwiti ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à séduire, il ne cherche pas à être compris par tout le monde, parce que ce qu'il propose n'est pas fait pour tout le monde. Dans un monde où tout doit être expliqué, où tout doit être simplifié, où tout doit être rendu accessible, le Bwiti reste à part. Il ne s'adapte pas, il ne se transforme pas pour être accepté. Il existe tel qu'il est, brut, exigeant, inconfortable et profondément honnête. Parce qu'au fond, le Bwiti ne t'apprend rien que tu ne portes pas déjà en toi. Il ne crée pas,
Il révèle, il ne construit pas, il expose, il ne transforme pas, il enlève les couches, les illusions, les histoires que tu te racontes, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel, et cet essentiel peut être difficile à regarder, parce qu'il ne correspond pas toujours à l'image que l'on a de soi, parce qu'il ne correspond pas à ce que l'on voudrait être. Mais il est là, depuis le début, silencieux, présent, inévitable. Et c'est peut-être ça, la vraie fonction du Bwiti. Non pas te changer, mais t'empêcher de continuer à fuir. Parce qu'à partir du moment où tu as vu certaines choses, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Et cette lucidité change quelque chose. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans la manière de voir, dans la manière de comprendre, dans la manière d'exister. Le Bwiti ne te donne pas de réponse simple. Il ne te dit pas quoi faire. Il ne te guide pas comme on pourrait l'attendre. Il te laisse face à toi-même. Et c'est là que tout commence vraiment. Parce qu'après l'expérience, après les visions, après la confrontation, il reste une question, une seule. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as vu? Est-ce que tu changes? Est-ce que tu continues comme avant? Est-ce que tu ignores? Ou est-ce que tu assumes? Le Bwiti ne répond pas à ta place. Il ne décide pas pour toi. Il te met face à une réalité. Et ensuite, il te laisse seul avec cette réalité. Et c'est peut-être ça, ce qui rend cette tradition si puissante et si difficile, parce qu'elle ne s'arrête pas quand le rituel se termine. Elle continue dans ta vie, dans tes choix, dans tes actions, dans ce que tu décides de faire ou de ne pas faire. Et au final, le Bwiti n'est peut-être pas un rituel, ni une tradition, ni une expérience, mais un point de rupture, un moment où quelque chose se fissure et où il devient impossible de revenir complètement en arrière. Parce qu'une fois que tu as vu, tu sais. Et une fois que tu sais, tu ne peux plus ignorer. Et peut-être que c'est exactement ça que le Bwiti est censé faire. Pas te donner quelque chose, mais t'enlever tout ce qui n'est pas vrai. Si ce que tu viens de voir t'a fait réfléchir, alors c'est peut-être que cette histoire n'est pas totalement terminée pour toi. Si tu veux continuer à explorer ce genre de récit, abonne-toi. Et si quelque chose t'a marqué dans ce documentaire, laisse un commentaire. Je lis ce que les gens comprennent et ce que les gens ressentent. Et si tu penses que ce type de contenu mérite d'être vu, partage-le. Parce que certaines histoires ne devraient pas rester cachées. Et ce n'est peut-être que le début.